Bonjour, bonsoir à tous. Georges Tuente Jimfo, c'est mon nom. Je suis Plec en informatique. Dans cette nouvelle vidéo, notre étude sera basée sur la programmation en langage C. Si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de cliquer juste en bas de la vidéo sur s'abonner et n'oublie pas également de partager la vidéo avec tous tes potes. Et si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de cliquer sur j'aime. Alors, installe-toi confortablement. Le cours va bientôt commencer. Alors, je vais travailler comme d'habitude avec des personnages très connus qui vont nous faciliter la tâche pour la compréhension de cette vidéo. Donc, on travaille avec les Simpsons, on travaille également avec Kirikou. Alors, quelle est la première question qu'on devrait se poser? Alors, Simpson nous dit là, à quoi sert le langage de programmation C? Ça, c'est la première question. Alors, Kirikou, lui, nous propose également quelle est la particularité du langage C et comment mettre en place un programme en C. Alors, avant d'engager dans le plat de résistance, c'est-à-dire la réponse à ces différentes préoccupations, il est important de se poser la question lorsqu'on parle de langage C, ça veut dire qu'il y a d'autres langages. Parce que le C n'est pas le seul langage. Il y a le langage Java, il y a le langage JavaScript, il y a le langage Python, il y a le langage Pascal, etc. Mais notre étude est porté particulièrement sur le langage C. C'est pour ça que le Kirikou s'est posé la question, quelle est la particularité du langage C? Donc nous allons répondre à ces différentes préoccupations dans notre vidéo. Alors, premièrement, je commence par à quoi sert le langage C? Alors, je vous rappelle que le langage C, c'est un langage qui est utilisé pour, regardez là, utilisé pour développer les applications informatiques et des systèmes d'exploitation. Donc, généralement, le C que vous êtes en train d'apprendre, ça peut vous permettre de créer ce qu'on appelle au quartier des logiciels, donc des applications. Ça vous permet de développer, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de systèmes d'exploitation, de très grands systèmes d'exploitation qui ont été programmés en langage C. Exemple, vous voyez là à l'écran, il y a Linux, il y a Unix, il y a des jeux qu'on a programmés avec du C, des applications de gestion financière, ce qu'on retrouve généralement dans les banques, des logiciels qui gèrent des banques, gérer l'argent dans des banques, les applications de gestion des stocks, ce qu'on retrouve également dans des entreprises, des microfinances, etc. Et il y a plein d'autres applications. Vous voyez donc que le langage C permet de développer beaucoup d'astuces, développer plein de projets, parmi lesquels les applications des systèmes d'exploitation. Alors maintenant, quelle est sa particularité? Pourquoi il faut étudier ce langage? Alors là, on se rend compte que la particularité du langage de programmation C est qu'il est très populaire. Alors pourquoi il est populaire? Déjà, il est populaire parce que la plupart des applications et des systèmes d'exploitation sont développés en C. Alors généralement, lorsqu'un langage est populaire, c'est parce qu'il est, comme vous voyez là, il est flexible et polyvalent. Il est même portable. C'est-à-dire qu'on peut développer le langage de programmation C sur plusieurs environnements, d'où on parle de portabilité. Par conséquent, il est très conseillé pour commencer une carrière de programmation. C'est pour cela que dans les écoles, lorsqu'on parle de programmation, généralement, on insiste sur le langage C. Parce que lorsqu'on veut même maîtriser d'autres langages comme le C++, il faut d'abord maîtriser le langage C. Vous avez vu donc des raisons qui doivent vous amener à mieux comprendre la programmation en langage C. C'est très important. J'ai mis flexible et polyvalent juste en rouge. Parce que ce sont des mots clés qui caractérisent le langage C. Et on a vu tout à l'heure que c'est un langage populaire. Et c'est en rouge. C'est très important. À cause donc de sa multidiversité dans le développement des applications. Alors là, nous allons évoluer. Alors regardez là. Maintenant, quelle est la question qu'on doit répondre? Comment mettre en place un programme en C? C'est-à-dire que je veux mettre mon programme en place. Quelles sont les étapes que je dois parcourir pour faire fonctionner, pour mettre en place un logiciel, une application, un programme, tout ce que vous voulez, en langage C? Alors, premièrement, il faut d'abord, regardez là, il faut d'abord développer un algorithme. C'est-à-dire que vous avez un problème posé, il vous faut d'abord sortir l'algorithme. Bien évidemment, l'algorithme est la base de la programmation.
pour pouvoir programmer dans un langage, il faut être capable de pouvoir écrire des algorithmes. Alors, si vous ne maîtrisez pas les algorithmes, il faut aller sur la page YouTube, le leader en info, ma page. Vous allez retrouver des cours sur les algorithmes. Il y a au moins 4 vidéos qui parlent des algorithmes pour vous donner des bases sur l'algorithme. Alors, une fois après avoir écrit l'algorithme du problème à résoudre, regardez, là, qu'est-ce que je fais? Je traduis en langage C, puisque c'est de ça qu'il est question. Donc, l'algorithme est traduit en langage C. Et par excellence, le langage C s'appuie sur l'anglais. La plupart des termes ici sont exprimés, sont traduits en anglais. Parce que le langage C est beaucoup plus fondé sur l'anglais. D'où pour ceux qui maîtrisent un peu l'anglais, ça leur rend la tâche un peu plus facile. Alors, après avoir donc traduit en langage C, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ce qu'on appelle un programme source. Exemple, vous avez vu toto.c. L'extension de ce programme source est souvent avec .c. Exemple d'un fichier en programme source.c. Donc, lorsqu'on a traduit, on obtient donc ce qu'on appelle un programme source que vous avez là. Alors, là, c'est pas fini. Quand on a traduit, c'est pas fini. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous observez. Là, on utilise un compilateur. Un compilateur, c'est un logiciel. Je vais définir tout à l'heure. On utilise un compilateur. Vous avez vu, dans les langages comme le JavaScript, on utilise plutôt un navigateur. Ici, c'est un compilateur. Et quel est le rôle du compilateur? Ça permet de compiler. Vous voyez, il compile le programme pour obtenir quoi? Regardez, pour obtenir un programme en langage machine. Donc, dès qu'on a un programme source obtenu, dès qu'on a traduit l'algorithme, on compile pour obtenir un langage machine. En fait, le compilateur, donc, on voyait, ça permet de transformer un code sous programme source. Le programme source, c'est quoi? Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est un programme lisible par et compréhensible par un programmeur. Puisque quand vous écrivez des programmes sources, c'est-à-dire des programmes en langage C, c'est un langage qui est lisible et compréhensible par vous. Mais le programme en langage machine que le compilateur vous donne, c'est un programme compréhensible uniquement par la machine. Rappelez-vous que le langage machine, c'est le binaire, 0 et 1. Donc la machine ne comprend que le langage qui est composé de 0 et 1. Ça, ce n'est pas un langage des hommes, mais c'est un langage des machines. Donc le compilateur doit avoir pour rôle donc, de faire une transformation d'un programme source, qui est le programme que vous avez écrit en langage C, en langage machine. Donc c'est ce que le compilateur fait. Mais si on était plutôt avec un langage comme le JavaScript, il ne devait pas compiler. C'est pour ça qu'on dit que le JavaScript n'est pas un langage compilé, mais il devait être interprété directement par le navigateur. Alors que là, ici, c'est compilé. Alors là, après avoir obtenu ça, vous observez là, pour obtenir donc là, le programme exécutable, on va faire l'édition des liens. Le programme machine est le programme que l'ordinateur comprend. Maintenant, pour obtenir le fichier exécutable, le programme exécutable. Le programme exécutable, c'est ce qu'on clique dessus quand vous téléchargez un logiciel sur Internet. Là-bas, c'est ce que vous obtenez, c'est un programme exécutable. C'est un programme qu'on peut exécuter sur n'importe quelle machine. Donc, on peut double-cliquer, il s'exécute automatiquement. Donc, pour obtenir cette version exécutable, ce programme exécutable, on fait ce qu'on appelle l'édition des liens. C'est vrai qu'on peut toujours éditer le lien avec un compilateur. Donc, dès que vous éditez les liens, vous obtenez la version exécutable, qu'on appelle le programme exécutable. Sinon, au niveau du programme en langage machine, c'est un programme déjà que la machine peut interpréter, peut déjà exécuter. Donc, voilà donc les grandes phases qui permettent donc de mettre en place un langage, un programme en C. Il vous faut simplement installer un compilateur dans votre ordinateur. Donc, on voit donc que un compilateur est un compilateur, tant pour moi, est un programme qui transforme un code source en code objet. Un compilateur est un programme qui transforme un code source en code objet. Le code source, c'est ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire le programme source. Et le code objet, c'est ce qu'on appelle encore le programme en langage machine. Donc, le programme en langage que l'ordinateur essaie de comprendre. Donc,
est un exemple donc, de compilateur qu'on peut installer à la maison pour pouvoir programmer. On a Borland, C++, on a GCC, on a Visual C++, on a Clan, on a CYJWin. Voilà quelques exemples de compilateurs. Quand c'était le JavaScript, vous pouvez utiliser un navigateur. Mais ici, on utilise plutôt un compilateur qui va vous permettre de compiler le programme pour avoir des programmes en langage machine. Et ensuite, on peut éditer, faire l'édition des liens pour avoir le programme exécutable. Donc voilà, donc, nous allons donc passer à une autre phase. Là, comment écrire un programme en C. Tout à l'heure, nous avons vu comment on peut faire la mise en place d'un programme en langage C. Maintenant, comment écrire? Comment écrire? Tout à l'heure, nous rappelons que nous avons dit que pour écrire un programme dans un langage, il faut avoir des bases sur l'algorithme parce que c'est cet algorithme qui est traduit en langage que vous voulez obtenir. Alors là, Kiko également nous dit quelles sont les parties d'un programme C. Quelle est la structure de base? Très bien. Nous avons vu que dans les algorithmes que j'ai déjà fait en vidéo, bien sûr, pour écrire un algorithme, puisque c'est de ça qu'il s'agit, on ne peut pas faire la programmation sans faire l'algorithme. Pour écrire un algorithme, il faut d'abord maîtriser les parties d'un algorithme. On avait vu que dans l'algorithme, par exemple, il y a 3 parties, l'entête, la partie déclarative et le corps de l'algorithme. Il faut également, après avoir maîtrisé les parties de l'algorithme, il faut maîtriser la structure de base de l'algorithme. Idem donc pour un programme en C. Pour écrire un programme en C, il faut connaître les parties. Alors, premièrement, je vous rappelle qu'il y a 2 parties en programmation C. Alors, la première partie, comme vous allez voir là, c'est la déclaration des fonctions des bibliothèques. Il y a un S qui manque sur fonction là. Il y a déclaration des fonctions des bibliothèques par inclusion des fichiers fournis avec le langage. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on déclare des fonctions des bibliothèques, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, quand vous êtes un élève, quand vous étudiez, quand vous voulez étudier, forcément vous avez un ensemble d'outils. Vous avez votre bibliothèque à vous. Ça veut dire quoi? Les cahiers, les livres, tout ce que vous avez comme cahiers et livres, c'est votre bibliothèque. Alors, si vous allez en classe, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez les livres et les cahiers en fonction du programme de la journée dans le sac. Alors, si vous ne mettez pas dans le sac, vous oubliez le cahier, vous oubliez le livre. Ça veut dire qu'en classe, vous ne pouvez pas travailler. Et supposons que c'est la mathématique, vous avez oublié votre cahier de mathématiques, votre livre de mathématiques. Arrivé en classe, vous ne pouvez pas travailler sans ces livres et ces cahiers. Ça veut dire que votre livre de mathématiques et votre cahier de mathématiques est votre bibliothèque. Et pour l'utiliser, il faut l'inclure. Il faut l'importer. L'importer, c'est mettre dans le sac et aller à l'école. On ne peut travailler avec ce qu'on a importé pour pouvoir l'utiliser. Si vous voulez travailler par exemple sur votre table à la maison, si le cahier est dans la chambre, le livre est dans la chambre, vous ne pouvez pas travailler. Vous avez une bibliothèque mais qui n'est pas à votre portée pour travailler. Donc il faut mettre la bibliothèque à votre portée. On dit que vous avez importé, vous avez inclus la bibliothèque. Donc ici aussi, pour écrire un programme en langage C, il faut inclure, il faut déclarer des fonctions donc, qui importent la bibliothèque. On va voir qu'il y a ici, il y a les bibliothèques pour les instructions. Il y a par exemple, si on veut, en algorithmie, on parle des instructions écrire et lire. Ici, pour utiliser une bibliothèque, une instruction, il faut importer la bibliothèque qui contient les instructions. Sinon, quand vous allez écrire l'instruction, la machine va reconnaître comme une erreur. Parce que vous n'avez pas importé, comme vous n'avez pas importé également vos cahiers dans vos sacs pour aller à l'école. Donc, il faut d'abord, c'est la première chose, déclaration des fonctions des bibliothèques. On va voir donc, je vais citer tout à l'heure les différentes bibliothèques juste après. Donc, il y a les bibliothèques pour, par exemple, les entrées-sorties, c'est-à-dire lorsque vous voulez afficher un message, vous voulez récupérer une valeur à l'écran. Il y a les bibliothèques mathématiques, tous les différents types de bibliothèques. Mais je dis donc qu'il faut les inclure, il faut les importer lorsque vous voulez utiliser une fonction. Regardez donc, quelle est la syntaxe pour déclarer, pour importer une bibliothèque ou bien pour inclure une bibliothèque? Regardez, je mets include, je mets dièse, include, entre crochets, c'est-à-dire entre
signe supérieur, inférieur, comme vous avez vu là, je mets la bibliothèque au milieu. Et je mets uniquement la bibliothèque que j'ai besoin de travailler avec. Puisque quand vous allez en classe, vous ne partez pas avec tous les livres. Vous partez avec les livres que vous voulez travailler avec. On va voir les différentes bibliothèques qui existent. Alors, on peut déclarer comme ceci. Alors là, la deuxième partie d'un programme en C, c'est la fonction principale main, renfermant les instructions qui doivent être exécutées. Très bien. En algorithmie, on avait vu qu'il y avait ce qu'on appelle le corps. Ça remplace ce qu'on appelle le corps en algorithme. Et dans le corps, c'était délimité par début et fin. Mais ici, on parle de la fonction main. Voilà comment on déclare ça. Là, pour utiliser main, on met int, main. On ouvre les parenthèses, c'est une fonction main. On appelle ça une fonction même ça comme les parenthèses. On ouvre la collade. À l'intérieur, on met les instructions. On met return, valeur. On ferme la collade. Et là, regardez là, ce qui est encadré, c'est ça qu'on appelle la structure de base d'un programme C. On va tout à l'heure commenter chaque partie tout à l'heure. Mais pour l'instant, retenez qu'il y a deux grandes parties. La déclaration des fonctions des bibliothèques. La fonction, deuxième partie, la fonction principale main, qui renferme les instructions qui seront exécutées. Et ça donne ce qu'on a juste à droite, là qu'on appelle la structure minimale, la structure de base d'un programme C. Vous voyez que dans la deuxième partie, il y a les instructions au milieu. C'est là-bas qu'on met les instructions qui seront exécutées. Alors on va tout à l'heure détailler, on va essayer de comprendre donc comment fonctionne notre structure minimale. Alors commençons par la première partie. Là, à quoi sert une fonction de bibliothèque? C'est ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Là, comment inclure une fonction de bibliothèque? Alors là, je reviens sur la première partie. On va essayer de voir comment ça marche. On avait dit que la fonction, j'ai dit tout à l'heure qu'une bibliothèque, c'est une bibliothèque qui contient un ensemble d'outils qu'on peut utiliser. Et si on veut l'utiliser, on doit l'importer, on doit l'inclure dans notre programme. Quand vous allez en classe, vous devez importer vos livres et vos cahiers de la matière que vous avez pour l'utiliser. Si votre bibliothèque reste à la maison, vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc, pour utiliser les fonctions d'une bibliothèque, il faut l'inclure. Et, regardez là, on peut l'inclure, voici les deux syntaxes, on peut inclure de la manière ci, just include, on met les guillemets simples autour de bibliothèque, ou alors, regardez, on peut mettre just include, on met la bibliothèque plutôt entre couches. Vous pouvez choisir l'une de ces deux possibilités de syntaxe. Les deux marchent. Alors là, regardez, voilà les différentes bibliothèques qui existent qu'on va citer, si vous voulez savoir. Les différentes bibliothèques qui existent dans la programmation, c'est il y a la bibliothèque stadio.h. C'est-à-dire que si cette bibliothèque a quel rôle, ça permet de gérer les fichiers AS qui manquent là, des fichiers et les entrées-sorties. Ça permet de gérer les fichiers et les entrées-sorties. Les entrées-sorties, c'est pourquoi, par exemple, lorsque vous voulez afficher une chaîne de caractères à l'écran, en algorithmique, on disait écrit. Ici, on va voir, par exemple, qu'il y a printf. On parle de printf. Donc, les instructions qui permettent d'afficher, qui permettent de lire une information, ça, c'est par exemple des instructions d'entrée-sortie. Et pour pouvoir utiliser donc ces instructions, il faut mettre la bibliothèque stadio.h. Si vous ne mettez pas include stadio.h, ça ne peut pas marcher. Vous serez en train d'utiliser des outils que vous n'avez pas importés dans votre programme. Alors, on peut avoir également la bibliothèque math.h. Là, on voit que c'est une librairie des fonctions mathématiques. Il y a plein de fonctions mathématiques qui existent. Des fonctions mathématiques liées à des équations, calculer le carré dans le square. Bref, il y en a tellement, que ce soit lié au sinus, cosinus, tout ce que vous connaissez comme fonction mathématique que vous avez étudié à l'école. Il existe également des fonctions mathématiques en programmation C, mais sauf que pour l'utiliser, il faut importer la bibliothèque math.h. Alors là, on a cogno.h, là, qui permet de la gestion de l'écran. Une autre bibliothèque string.h, avec grand S, le grand string, pas le petit string. String.h, qui permet la gestion des chaînes de caractères. Là, c'est quand vous voulez utiliser les fonctions, les méthodes qui permettent de s'appliquer sur les chaînes de caractères. Par exemple, déterminer le nombre de caractères d'une chaîne, connaître la position
d'un caractère, il faut importer donc la bibliothèque string.h. Il y a slib.h. Là, ça permet de gérer la gestion de la mémoire et conversion des fonctions système. Mais parmi les bibliothèques les plus utilisées, parmi ces bibliothèques, la bibliothèque la plus utilisée, la bibliothèque qu'on ne peut pas s'en passer dans nos programmes, c'est la bibliothèque Stadio.h, parce que ça contient des outils élémentaires pour écrire un programme. Alors, la deuxième partie, à quoi sert la fonction main? Là, ce qui se pose, quelles sont les instructions à inclure dans le main? Alors, on a dit que la deuxième partie donc, de notre programme, donc la deuxième partie d'un programme en C, c'est la fonction principale main, renfermant les instructions qui doivent être exécutées. Alors là, regardez à droite, voilà cette fonction. On va un peu décrire chaque partie. Le int là, regardez ça, qui est là. C'est ce qu'on appelle le type de retour. Parce que cette fonction retourne généralement une valeur, mais cette valeur qu'elle retourne est entière. Donc un nombre entier. C'est pour ça qu'on a mis int. Int là, c'est un type. On va rappeler tout à l'heure les différents types de données en programmation C. En algorithmique, le int, à la place de int, on devait dire entier. Donc généralement, une fonction main retourne une valeur entière. C'est pour ça qu'on met toujours int au départ. Et là, vous allez voir que int indique que le programme retourne une valeur entière. Exemple, quand vous avez mis int, à la fin du programme, là où vous avez mis, regardez bien juste là, sur votre écran, là on a mis return valeur. Généralement, on conseille de mettre return, à la place de valeur, mais return 0. Pourquoi toujours 0? On te conseille de remettre toujours 0 en fait. Parce que lorsqu'on met 0, le 0 indique que l'exécution de votre programme s'est bien terminée. Donc généralement, lorsque vous faites un programme, à la fin, il faut mettre return 0. 0 pour indiquer, parce qu'il y a également 1. Return 1, il y a return 0. Mais il est conseillé de mettre toujours return 0. Le 0 indique simplement que votre programme s'est bien exécuté. Et que, avec succès, bien sûr. Donc, lorsqu'on a fini un programme, étant donné qu'il y a in en haut qui indique la valeur de retour, il faut retourner une valeur juste en bas. Si vous ne retournez, mettez pas return, par exemple, 0, comme je suis en train de dire, votre programme, lors de l'exécution, va signaler une erreur. Ça ne va pas s'exécuter. Donc là, le main est la fonction principale d'exécution. Donc pour exécuter, il faut mettre main. Main représente un peu comme le début. Donc c'est la partie importante. Donc main, il faut mettre les parenthèses comme vous voyez là. Bien. On va donc voir que à l'intérieur, une instruction maintenant, c'est quoi? C'est une commande élémentaire interprétée et exécutée par le processeur. Elle se termine toujours par point virgule. Alors nous allons voir donc les différentes instructions qui existent. Quelles sont les instructions? Vous venez de voir tout à l'heure que quand on fait un programme, il faut mettre int, main, qui veut dire principal, parenthèse, on ouvre la collade, on met toutes les instructions. Avant de fermer la collade pour terminer, on met return, une valeur. Et de préférence, il faut mettre 0 pour dire que le programme s'est bien exécuté. Alors, voyons maintenant les différents types d'instructions qui existent. En algorithmique, on avait vu qu'il y a les instructions d'affichage, les instructions de lecture. On va voir qu'il existe la même chose en programmation C, mais on va voir la syntaxe. Alors là, premièrement, il y a printf. Regardez là. Printf permet d'afficher une chaîne de caractères ou le contenu d'une variable à l'écran. Le printf, c'est la traduction ici sur une autre forme, parce qu'on parle souvent d'écrire en algorithme, mais ici on parle plutôt de printf. Donc printf ici c'est une instruction d'affichage, mais on affiche quoi? On peut afficher les chaînes de caractères ou afficher le contenu du variable. Alors comment afficher? Commençons par comment afficher une chaîne de caractères. Si je vais afficher uniquement la chaîne de caractères, je mets printf entre parenthèses chaîne de caractères. Et comme c'est une chaîne de caractères, je mets les guillemets. Exemple, regardez là. Je mets printf hello. Il dit bien de mettre les guillemets parce que c'est une chaîne de caractères. Qu'est-ce que ça va produire à l'écran de votre ordinateur? Si vous appliquez, vous allez voir hello. Regardez bien juste à l'écran hello. Ce n'est pas printf qui s'affiche, mais c'est hello. Parce que printf permet d'afficher ce qu'on a mis en parenthèse. Alors, si on va afficher maintenant plutôt une variable, le contenu d'une variable. C'est-à-dire qu'une variable a un contenu. Regardez, je dois écrire printf, je mets le format, virgule, je mets la variable. Le format ici, c'est quoi?
le format définit le type de valeur qui sera affiché dans la variable. On va voir qu'il y a les formats pour les entiers, il y a le format pour les chaînes de caractères, le format pour le caractère, le format pour les nombres décimaux, et ainsi de suite. Donc il faut d'abord préciser le format, lorsqu'on veut afficher le contenu variable, le format de la valeur contenue dans la variable avant de préciser la variable. Exemple, regardez. Si je mets A, reçoit 2. Ça veut dire que dans A, j'affecte 2. Maintenant, si je vais afficher 2, la valeur qui est dans A, comme 2 est un entier, il y a le format des entiers, c'est %D. C'est ça que vous voyez, comme on a dit, print F format d'abord, regardez. J'ai mis %D. Je mets les guillemets sur ça, c'est le format. Je mets virgule et je mets A. C'est-à-dire que ce qui va s'afficher à l'écran, regardez, c'est 2 que je vais afficher. Mais il faut préciser le format de. Le format là, c'est le type de données que contient la valeur de la variable. Que contient en fait, oui, le type de données de la valeur de la variable. Alors regardez juste en haut, voilà dans les différents formats qui existent qu'il faut retenir. Lorsqu'on veut travailler avec les formats, on a %F ou %E qui détermine le type de données. Là-bas, c'est le nombre avec virgule flottante. Quand on dit virgule flottante, généralement, bon, à votre niveau, il faut comprendre ça comme les nombres décimaux. Les nombres qui ont une partie décimale. Donc là, on utilise le format %F. Là, %D ou %I, c'est le nombre entier relatif. Quand on dit nombre entier relatif. %C, c'est caractère, quand c'est un caractère. %S, c'est quand c'est une chaîne de caractères. Donc %S, lorsque la variable contient une chaîne de caractères, on met %S. Bien. Donc on va évoluer. Autre type, on a maintenant vu, on a vu l'instruction d'affichage et également l'instruction de lecture. L'instruction de lecture permet de récupérer une valeur au clavier. En algorithmie, on disait lire, mais ici, on va dire plutôt scanf. Scanf, c'est une instruction de lecture qui remplace lire en algorithme. Donc, ça permet de récupérer une valeur saisie par un utilisateur au clavier. Alors, comment récupérer? Regarde la syntaxe. Pour récupérer une valeur, on met toujours d'abord le format de la valeur. C'est-à-dire que si tu veux récupérer un entier, tu veux que la personne entre plutôt un nombre entier, tu vas mettre le format d'un nombre entier. Ensuite, tu mets et commercial avant de mettre variable. Regardez, c'est obligatoire. Le et commercial doit accompagner la variable. J'ai mis format 1. Regardez bien, j'ai écrit format 1 parce qu'on peut avoir la possibilité de récupérer plusieurs variables. La valeur est que dans plusieurs variables. À ce moment donné, il faut aussi préciser plusieurs formats. Si j'ai 2 variables, j'aurai 2 formats à préciser à chaque fois. Chaque format correspond à chaque variable. Ouais, donc printf, format 1. Ensuite, je fais mes virgules. Je mets la variable. Mais regardez, je mets le et commercial. C'est très important lorsqu'on veut récupérer. Exemple, regardez. Là, je mets scanf. Imaginez que je vais récupérer 2 valeurs que je vais mettre dans A et B. Je suppose que A et B sont des nombres entiers. Donc, je vais demander, par exemple, si on veut calculer, par exemple, la somme de 2 nombres entiers. Je vais mettre scanf pour récupérer les 2 nombres entiers. Généralement, en algorithmique, on disait lit A et B. Donc, lit entre parenthèses A, B. Mais ici, on ne va pas dire lit. On va dire scanf. On précise les formats d'abord des 2 variables. On met %D, virgule, %D encore, parce qu'il y a 2 variables. Donc, je mets fini, je ferme les guillemets. Regardez, il y a les guillemets. Je mets virgule. Je mets maintenant les 2 variables avec les et commerciales juste avant. C'est important. Donc, on a également l'instruction d'affectation. Vous voyez, l'affectation, ça permet d'affecter ou bien de ranger une variable, une valeur dans une variable. Donc, ça permet d'affecter une valeur, une variable. Vous voyez, l'affectation, c'est comme vous voyez, là, c'est juste égal, un simple égal. Là, comme en JavaScript. Là, regardez, exemple, A reçoit 2. Bien. Quels sont les types de données? On a vu en JavaScript, en algorithme, qu'il y a les types de données qui existent. Il y a entier, réel, chaîne de caractères, booléen. Alors ici en JavaScript, on va voir que d'abord, pour déclarer une variable, il faut d'abord qu'on commence par voir comment on déclare une variable. Quelle est la syntaxe de déclaration d'une variable? Vous voyez, on met type,
on met variable, point virgule, terminé. En algorithmie, on mettait var, le nom de variable, on met d'abord var, on met le nom de la variable, ensuite on met deux points, on met le type. Mais ici, on met d'abord le type, ensuite on met la variable et on met point virgule. C'est simple. Exemple, regardez. Exemple, si je veux déclarer la variable, je mets int, d'abord le type int c'est pour les entiers. On va voir ça tout à l'heure. Ensuite, je mets la variable a, je mets point virgule. Là, je viens de déclarer a comme un entier. Donc, int, type d'abord a. Bien, les types de données sont, il y a int par exemple, ça c'est quelques exemples, je ne vais pas donner tous les types là. On a int, qui veut dire entier en algorithme. Il y a float, qui veut dire réel en algorithme. Il y a char, qui veut dire caractère en algorithme. Caractère, oui, en algorithme. Bon, etc. Bon, le float là revient deux fois. Donc voilà quelques types. Il y en a plusieurs types. Vous pouvez fouiller vos documents pour voir d'autres types. Alors, maintenant, on ne peut pas boucler notre vidéo sans aborder le plat de résistance le plus important. C'est-à-dire, comment écrire un programme en C qui permet de sommer deux nombres. Nous avons vu un ensemble d'outils qui vont nous permettre donc d'écrire notre programme. Alors, pour écrire un programme en C, rappelons, je fais un bref rappel. On a dit qu'il faut d'abord savoir que faut maîtriser les parties d'un programme. On a vu qu'il y a deux parties, il y a la déclaration des fonctions de bibliothèque et la fonction principale. Dans la déclaration des parties des fonctions de bibliothèque, il faut inclure les bibliothèques qu'on va utiliser. Alors, si on veut écrire un programme qui permet de sommer deux nombres, il est clair qu'on va demander à l'utilisateur d'entrer les nombres. C'est-à-dire qu'on va utiliser les fonctions d'affichage pour afficher par exemple le résultat. On va utiliser les fonctions de lecture pour récupérer une valeur au clavier. Par conséquent, il faut inclure la bibliothèque stadio.h parce que la fonction stadio, la bibliothèque stadio.h contient des bibliothèques d'entrée-sortie. Donc, on va mettre d'abord include. Donc, jazz, regardez. Oh là là, il y a un jazz qui manque là, désolé. Il y a un jazz. Donc, jazz include stadio.h. Je dis bien qu'il y a jazz au début de include. C'est une erreur. Il y a jazz include stadio.h. Après avoir fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Là, je mets int main. Je vais passer à la deuxième partie. Main. J'ouvre la collab. Là, je déclare les variables. Int. On va déclarer trois variables. Puisqu'on veut faire la somme de deux nombres, on aura besoin de la variable a. On suppose qu'on fait la somme de deux nombres entiers. Hein. C'est une supposition. Parce qu'on pouvait bien faire la somme de deux nombres réels. À ce moment donné, c'est réel. On devait mettre à la place de int, on devait mettre float. Donc, je mets int a, b, s. Je déclare trois variables. Donc, la variable a et b pour les deux nombres et s pour la variable qui va contenir la somme. Je mets point virgule. Bien. Après avoir fait ça, qu'est-ce que je fais? Je demande à l'utilisateur d'entrer les deux nombres. Comme on fait en algorithme. Pour sommer deux nombres, il faut demander à l'utilisateur d'entrer les deux nombres parce qu'on ne connaît pas ces nombres. Donc, il faut demander, j'utilise printf. Entrer deux nombres. Il faudrait que quand l'utilisateur va pouvoir lire entrer deux nombres, il faut récupérer ces nombres. Et pour récupérer ces nombres, on utilise quoi? L'instruction scanf. Regardez là, scanf. On précise d'abord les formats des variables. Puisque ce sont les nombres entiers. On met %d. Il y a deux variables. Donc %d, %d. Maintenant, et commercial A et commercial B. Ensuite, là, je somme A plus B. J'affecte dans F. Donc, je fais la somme. Et après, j'affiche la somme est S. Vous voyez, comme il y a la variable S à la fin, c'est pour cela qu'après avoir mis la somme est, j'ai encore mis %d qui doit préciser le format de la variable, du contenu de la variable affichée. Chaque fois qu'il y a une variable, il faut préciser son format pour que la valeur qui soit à l'intérieur soit affichée. Donc, S va contenir un entier, donc c'est pour ça que j'ai mis la somme est. %d pour dire le format de la valeur de la variable qui va afficher donc son contenu juste à la droite. Donc là, après, je mets return 0, ce que je disais tout à l'heure. Comme c'est une fonction qui retourne un entier, je mets return 0, point virgule, et je ferme l'alcoolage. Bien avant de vous laisser, je tiens quand même à rappeler que dans ce programme, au niveau de la première ligne include, il y a jazz qui manque. C'est juste
un oubli au niveau de la saisie. Donc il y a un geste là que vous pouvez compléter chez vous. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas juste de cliquer sur j'aime et de partager. Abonne-toi pour ne manquer aucune de mes vidéos. Mais je vous remercie pour votre aimable attention. À bientôt.